Alors, aujourd'hui, on est là pour le sujet de la diversité et de la représentativité au cinéma. Où en est-on? Mais avant ça, je vais vous parler très rapidement de l'association Cinéwax et je vais vous parler bien sûr de nos invités. Aujourd'hui, Cinéwax, c'est une association qui fait la promotion des films africains et des diasporas depuis 2015. Et notre objectif, c'est vraiment de montrer des images, des films qui vous parlent d'histoire africaine, de nos cultures, de nos histoires, et de partager ça un maximum, que ce soit par le biais de festivals, d'événements ou de rencontres comme celle-ci. Donc on est aussi un média, et comme vous pouvez le voir, on a des super cadreuses qui sont là, et on essaie de faire des super contenus pour vous, pour que vous puissiez découvrir ces films qui malheureusement ne sont pas assez connus. Et notre travail, c'est de mettre en valeur non seulement les histoires, mais aussi les personnes, donc les talents qui constituent la diaspora. Donc aujourd'hui, on est avec 2 talents de la diaspora. Donc on a ici Johanna Maccabi, qui est productrice et réalisatrice, qui a fait notamment le film Méduse, cheveux afro et autres mythes, et le film Grace, que vous allez voir tout de suite. Ça va, Johanna? Ça va, ouais, ça va très bien, merci. On est très heureux de t'avoir ici. Et on a Steve Achiepo, qui est donc réalisateur et auteur du film notamment Le Marchand de Sable, qui était en salle, qui est toujours en salle, je crois. Ouais, il est toujours en salle. Donc allez-y, après le débat, vous y allez. Et on est très content de t'avoir ici aujourd'hui. Ça va, t'es à l'aise? Ça va, merci. Bonjour à tous. Donc vous avez vu, les invités sont plus à l'aise que le speaker, hein. Ils ont des canapés. Mais on est tous à l'aise. Vous êtes à l'aise? Donc le but aujourd'hui, c'est de faire une discussion. Donc on va discuter avec ces professionnels du cinéma qui sont là, que je dirais afro-descendants. On pourra même d'ailleurs discuter de ce terme ensemble après. Et on va parler avec vous et échanger sur les questions de la diversité et de la représentativité. Mais avant d'introduire le sujet, ce que je voudrais faire, c'est surtout vous montrer des extraits de films pour entrer tout de suite mettre le pied dans le plat et qu'on parle de ces films et de ces images tous ensemble. Let's go. C'est un petit teaser, du coup. Hein. C'est pas le court-métrage en entier. Et après, si vous voulez voir d'autres choses, en ce moment, j'ai un court-métrage documentaire qui s'appelle Notre mémoire sur l'actrice Mbissine Thérèse Diop, qui est la première femme noire d'Afrique subsaharienne à avoir joué dans un long-métrage, qui est La Noire 2 de Ousmane Sembène. Donc ce court, c'est un portrait d'elle et il dure 15 minutes et vous pouvez le trouver sur le site de la Cinémathèque française gratuitement. Henri, pour le centenaire de Ousmane Sembène. Voilà. Merci, Johanna. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Arma, ça avance, ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourras accompagner maman lundi? Non, je peux pas. Tu pourrais faire un effort quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi? De la malveillance. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur? C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme qui? Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. C'est une femme cassée, ta mère. Elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part
toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Cette histoire, ça n'a rien à voir avec toi, tu sais. Ou avec nous. Bienvenue au Sénégal, monsieur Tal. Merci beaucoup pour le moment, en fait. Monsieur Tal. Monsieur Tal, une signature, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Yao. Tu viens d'où? Canel, monsieur Tal. Je suis parti tout seul. C'est où? 387 km. Tout seul. Et comment tu vas rentrer? Je sais pas, monsieur Tal. S'appelle comment ta ville déjà? Canel, monsieur Tal. Je t'emmène. Dis-moi, patron, elle est où la terre de tes ancêtres? Aucune idée. C'est pas grave, on va trouver. Non, j'ai un avion demain soir, moi. Il est où? D'abord, on va manger. Mais non, je t'ai dit, moi, je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion. Ça se sait pas. C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se sait pas. Bon, allez, mets ta ceinture. Y en a pas. Merde. Ta voiture est tombée en panne? Ouais. La vieille voiture est tombée en panne parce qu'elle était vieille et usée. Bah oui. Tu es vraiment naïf. C'est là que tout commence. Pourquoi t'es jamais venu au Sénégal? T'es pas d'ici, toi. Comment tu sais ça? Ça se voit tout de suite. Que le chemin des ancêtres continue à guider tes pas. Merci. C'est la terre de tes ancêtres, tu dois y aller. Pourquoi t'as fait ce voyage tout seul? Je suis qui pour un gamin comme toi? Papier du véhicule. File-lui un billet. Pourquoi je ferais ça? Parce que t'es un blanc. Je suis blanc, moi. Yao. T'es pas blanc, t'es juste un bon type. Ah. Papa, elle est peu haut. On est arrivé. Moi, je t'aime, mon frère. On a envie de se barrer. Au soleil, en plus. Pour ça, faut de l'argent. Et vite. Putain, t'es qui, toi? T'es qui? Enlève tes mains de là. C'est reviens, je te crée. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Je t'ai fait braquer par l'escorte. Je n'ai rien à foutre. Si tu veux me ramener ma cam. Moi, c'est Liana. Et toi? Mehdi. Je suis l'oncle de Shahinez. T'es amoureuse? Je l'ai laissé toute ma vie. Elle est où? Liana! Qu'est-ce que tu veux? T'as une équipe? Il y a 300 kilos de coke qui arrivent sur le port d'Anvers. Tu vas les braquer pour moi. Les gars, si je veux récupérer ma nièce, faut que je braque cette courbe, j'ai pas le choix. Avec un plan que t'as fait en 2-2 et une bande de gamins que tu viens de rencontrer. Si t'es pas sûr, tu peux toujours changer d'avis. Je suis déter. Tu fais ça, hein? Tu les lèves. Tu les lèves tous. C'est que j'ai toujours su que ça se finirait comme ça. On va trouver une nouvelle voiture. On veut ta caisse et moi je prends tes frites. Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe, très souvent, et on se demande pourquoi. C'est qui le patron? Moi. C'est toi? Je rentre avec Sylvia ce soir. Elle est là tout le temps voulant me faire passer pour un père indigne, c'est bon. Elle s'inquiète pour sa fille. Salut, Joe. Tantine félicité? Et tu cherches un endroit où dormir, c'est ça? Je sais pas où les mettre. On va trouver une solution. Hein. Vous êtes combien à vivre ici? C'est ma famille! Je les héberge! C'est ce qui se passe au pays quand même, non? C'est quoi ce délire? C'est qui? Ils cherchent juste un endroit pour dormir. Mais à des centres pour ça? Y a pas de place dans les centres. Ils ont quitté l'Afrique, ils ont quitté la guerre, toi t'es là, tu les fais payer. Et alors, au début, tu me dis 4 personnes, j'en trouve 20. On est là pour faire du business, t'en gagnes et puis je gagne, stop. Oui, je suis Madame Béran, l'assistante sociale. Je suis venue observer l'environnement dans lequel vit votre fille. Il y a beaucoup plus de familles à loger.
Tu sais que c'est pas totalement légal ton truc. J'ai besoin de cette thune, moi. Tu as beaucoup de famille là, t'en as combien sous la main? Ça arrive tous les jours. Alors ton job là, ça se passe comment? On visite des apparts. Par étage, on peut facilement mettre une quinzaine de familles. Allez, tout le monde se lève, c'est l'heure de plier bagages. C'est pas du shit là, c'est des familles. T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout. Bonne nuit, ma chérie. Je voulais vous montrer ces extraits et cette bande-annonce pour vous montrer qu'il y a des films qui existent. Il y a des films créés par des auteurs, des réalisateurs d'origine africaine, noire ou arabe, qui existent et qui font des entrées, en fait, qui fonctionnent. Et quand on voit ça, on a l'impression finalement que ça marche, que la diversité est à son comble et qu'il n'y a plus rien à faire, puisqu'on voit ces films déjà qui sortent. Alors, j'ai préparé des petites notes. Vous avez vu, j'ai un gros texte. Et j'ai voulu faire une petite intro sur le sujet parce que même moi, je me suis questionné en me disant, mais finalement, s'il y a déjà ces films, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'on a besoin d'en parler? Alors, je vais vous lire ma petite intro. Donc aujourd'hui, on va parler de diversité et de représentativité. Il y a quelques événements qui ont marqué l'évolution de la diversité dans le cinéma. Déjà, on peut dire que ça a commencé avec Oscar So White en 2015, qui dénonçait, et on a un nouvel invité qui arrive sur place, en fait, voilà. Il se fond dans le décor, vous voyez, de manière magnifique. Bienvenue. Installe-toi où tu veux. On va passer un micro, je pense. Donc, tu arrives au moment où on introduit le sujet, donc c'est parfait. Moussa Mansali, pour ceux qui ne connaissent pas, ou l'artiste Sams. Bonjour. J'étais là, mais vous ne me voyez pas, c'est pour ça. On t'a pas vu. Donc, j'étais en train d'introduire le sujet de la diversité et j'étais en train de vous expliquer qu'il y a un petit historique, en fait. On ne part pas de rien. Ça fait donc quelques années que ça a commencé, enfin en tout cas que les débats ont commencé à avoir lieu, qu'on a commencé à en parler. Il y a eu Oscar So White en 2015 qui dénonçait le manque de nominés noirs dans le cinéma hollywoodien. Quelques années plus tard, en France, effet ricochet, les actrices du collectif Noir n'est pas mon métier revendiquaient fièrement leur combat pour plus de diversité dans le cinéma sur les marches du Festival de Cannes. Qui était en 2018 à Cannes? Ouais, j'ai vu. Donc beaucoup de gens ne l'ont pas vu malheureusement. Et c'était une première historique. À la télé, c'est vrai aussi. Aïssa Maïga, qui aussi en 2020 comptait les Noirs dans la salle lors de la cérémonie des Césars. On se souvient aussi de Fari et son « Salut les Blancs » à la cérémonie des Molières en 2019. Le 4 mars dernier, de cette année donc, au Magritte du cinéma, l'équivalent des Césars et des Oscars en Belgique, une mobilisation a eu lieu aux portes de la cérémonie menée par le comédien Edson Hannibal, rôle principal dans le film Joua, réalisé par Nganji Moutiri. Le lendemain de la remise des prix, un article de la RTBF, donc qui est un média national, confond le nom du réalisateur et de l'acteur. Une confusion récurrente qui arrive aussi en France. Pourtant, on a aussi des chiffres. Depuis la création de son prix, donc les Césars, toutes catégories confondues, seuls 1,2% des Oscarisés sont noirs, soit 36 sur 2947 statuettes décernées. Ça, c'est un chiffre de 2016. Il faudra vérifier le chiffre de 2021, mais je pense que ça n'a pas tellement bougé. 2 ou 3 de plus. Ouais, je pense que ça doit être ça. Par ailleurs, on est habitué à des rôles clichés qui sont attribués à des acteurs ou des actrices noires. Le voleur, le dealer, le rôle de l'immigré, de la prostituée, de la femme de ménage. Mais les choses ont changé. Depuis plusieurs années, des initiatives voient le jour, comme l'association 1000 visages lancée par Ouda Benyamina, qui aide des personnes issues de la diversité et de tous horizons à s'intégrer dans le cinéma, ou encore l'école Courtrajmé de Lajli. On dirait aussi que les choses changent avec l'explosion des plateformes de streaming comme Netflix et Amazon, qui amènent beaucoup de nouveaux films portés par des acteurs noirs et arabes, comme le dernier Braqueur, avec Karis Sami Bouagila, et on a aussi Awa, de Maïmouna Doucouré, on a aussi Mignonne, et plein d'autres films et de séries qui sortent depuis quelques années. En même temps, on a l'impression que c'est un sujet plus large qui touche toute la société dans son ensemble. On voit que la communauté noire s'empare du sujet
il y a un documentaire comme Regard Noir de Aïssa Maïga qui est sorti en 2021 et qui parle de la représentation des Noirs dans le cinéma. On a aussi le documentaire Noir en France qui est sorti en 2022 sur France TV. Et on voit aussi au niveau des prix que ça commence un petit peu à bouger. Mais on en reparlera plus tard, justement. En 2021, Jean-Pascal Zadi remporte le César du meilleur premier film pour Tout simplement Noir. En 2023, Alice Diop... Meilleur espoir, excusez-moi. Mais moi, j'ai vu premier film en ligne. Donc, je me suis... Ouais, attention, check tes recherches. OK. Il était nommé. Donc, ça va soutenir ce que je vais dire. C'est parfait. Donc, il a été nommé au premier film, donc, dans la catégorie premier film pour Tout simplement Noir. Il a eu le meilleur espoir. En 2023, Alice Diop remporte le César du meilleur premier film, pour le coup, qui avait d'ailleurs aussi été remporté bien des années auparavant par Eugène Palcy. Et on a aussi plein de nouveaux talents qui apparaissent à l'écran. Maïmouna Gueye, Mariama Gueye, Assa Silla, Kharidja Touré, Ahmed Silla, Moussa Mansali et plein d'autres. Je ne vais pas faire toute la liste, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. On les voit à l'écran, ils sont dans nos séries, ils sont dans les films, on les voit. Mais il s'agirait de définir ce qu'est la diversité. C'est quoi en fait la définition de la diversité? Donc j'ai fait des petites recherches, je suis allé voir dans le Larousse et tout. Donc il y a une première définition qui est caractère, état de ce qui est divers. Bon, c'est un peu large. On a ensuite une deuxième définition qui nous dit un ensemble de personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socioculturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc. et qui constituent la communauté nationale à laquelle elles appartiennent. Faire entrer la diversité dans l'entreprise, par exemple. Cette notion, qui intègre des différences comme le handicap, est enveloppée pour lutter contre la discrimination. En sciences, une grande diversité est une grande garantie de stabilité, car chaque espèce entrant dans une ou plusieurs chaînes alimentaires ne peut se développer de façon envahissante. Donc en fait, la diversité, selon la science, c'est bénéfique. Et en politique, c'est une notion apparue dans les années 2000 pour justement lutter contre les discriminations dans tous les secteurs de la société, que ce soit au niveau de l'emploi, de la recherche d'un logement, etc. Au niveau de la représentativité maintenant, j'ai vu deux définitions. Qualité de quelqu'un, d'un parti, d'un groupement ou d'un syndicat dont l'audience dans la population fait qu'il peut s'exprimer valablement en son nom. Et une deuxième, qualité d'un échantillon constitué de façon à correspondre à la population dont il est extrait. Bref, quand on parle de diversité et de représentativité, il faut cadrer le sujet. Et c'est intéressant parce que pour moi, la notion de diversité, quand nous on l'entend, on a l'impression que ça signifie noir, arabe, personne de couleur. Et quand on regarde les définitions, c'est pas exactement ça. Donc, il fallait vraiment en parler. Pour moi, en fait, les questions que je me pose avec tout ça, c'est est-ce que le cinéma nous permet de nous émanciper ou nous enferme-t-il dans notre propre fantasme de l'identité noire et de l'identité africaine avec les images qu'on voit? Quel est notre rapport à l'Afrique et à ses histoires et aux personnages qui sont créés dans ces histoires? Comment s'en sortir avec tout ça dans le cinéma en étant noir? Donc c'est des questions que je me pose, j'espère que vous les posez ici. Sinon ça va être très, très embêtant, on va s'ennuyer. Et donc je voulais poser ces questions à mes invités aujourd'hui. Et peut-être pour introduire la première parole, je ne sais pas qui veut se lancer. On est galant. Alors Johanna, moi j'ai une question d'abord. Est-ce que tu peux te présenter pour que les gens sachent un peu ce que tu fais? Ok. Du coup, bonjour et merci d'être là. Moi, c'est Johanna Maccabi. Je suis réalisatrice, productrice, membre du collectif 50-50. Et du coup, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages pour l'instant. Et j'ai écrit sur des projets de séries. J'ai travaillé aussi en casting sur pas mal de films. Donc, c'est pour ça que la question de diversité, c'est quelque chose qui me travaille pas mal depuis que je commence à faire du cinéma. J'ai notamment travaillé sur le film Mignonne de Maïmouna Doucouré, qui a été un peu le premier gros projet sur lequel j'ai travaillé. Et récemment, j'ai bossé sur le film de Christophe Honoré, Le Lycéen. Pareil, plutôt derrière. Après, à côté, je produis des courts-métrages. J'ai notamment un court qui s'appelle Ne pleure pas Halima, sur la représentation des femmes maghrébines, qui est sur Arte en ce moment. Donc, si vous voulez regarder, allez-y.
Comme je disais tout à l'heure aussi, j'ai fait un cours sur Mbissine Thérèse Diop, plutôt un documentaire. Voilà. Donc, un beau parcours déjà, ouais. Pour un si jeune âge. Et nous, on s'est rencontrés quand tu étais bénévole à l'époque à Cinéwax, donc 2016. Donc ça fait longtemps qu'on se connaît. Et tu as toujours fait un bon travail formidable. Et je pense que c'est important pour nous aussi de soutenir tes films. Et ce que je voulais te poser comme question, c'est quoi pour toi la diversité, en fait? Et comment ça s'exprime dans ton travail? C'est vrai que pendant longtemps, je pensais que la diversité, c'était effectivement avoir plus de personnes qui me ressemblent à l'écran. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant dans le monde du cinéma que c'était pas le cas. Et qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient laissés pour compte dans la représentation qu'on faisait de la population française au cinéma. Notamment, comme tu disais, il y a les personnes handicapées, il y a les personnes qui ne sont pas parisiennes, il y a les femmes, en fait. Et effectivement, après, il y a les personnes noires. On parlait tout à l'heure de l'étude qu'a fait le collectif 50-50 Inégalité. Dedans, ce que j'ai pu retenir de l'étude, là, comme ça, c'est que les personnes perçues comme blanches dans les films français en 2020, c'est 81%. 7% de personnes noires. Asiatiques, c'est 1%. Attends, on a le visuel. Hein. Ouais, je pense qu'on peut le montrer. Tu sais, le visuel du collectif. C'est cette étude qui a été faite par le collectif 50-50. C'est ça. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que la diversité, c'était beaucoup plus complexe que ça. Quand on parle aussi de diversité dans les films, on parle aussi de diversité de financement, par exemple. Parce que y a des films avec des très gros budgets, il y a des films avec des petits budgets, il y a des films indépendants, il y a des films qui s'adressent à un large public, il y a des films qui s'adressent à un public niche. Donc la diversité, ça veut dire tout et n'importe quoi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve ça compliqué quand on parle du cinéma noir, quand on parle de la représentation des personnes noires en France, de parler de la diversité. C'est un terme qui m'énerve un peu. Bien, super. On est là pour discuter. Et je pense que c'est bien parce que même moi, j'avais un peu du mal avec ce terme quand j'ai créé le débat. Mais je me suis dit, justement, on va poser ce mot-là pour voir ce que chacun en pense. Et en fait, quand je lisais les définitions, et même avant de les lire, je trouvais que ce terme, il voulait un peu tout et rien dire. Moi, je ne me sens pas issu de la diversité. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. Et du coup, on voit les chiffres là. Ouais, super. Donc, on a 70%. Donc, ça, c'est la répartition, la proportion de personnages perçus comme non blancs. Et dans la répartition sur l'ensemble des personnages en fonction de leur origine, on a 80% de blancs, 9% perçus comme noirs, et 9% perçus comme arabes, 2% perçus comme asiatiques, excusez-moi, et 2% comme autres. Donc tout le reste du monde, en fait. C'est autre, c'est le reste du monde. Donc ça fait un peu flipper, quand même. Et ça, c'est des chiffres de 2021. Hein. C'est hier, quoi, en fait. Et donc, on se dit, ah, ok, quand même. Et moi, je me pose la question, si on prend la définition sur au niveau de la représentativité, la deuxième définition qui dit, ah, ça correspond à la population dont il est extrait, je ne pense pas qu'on soit que 9%. Déjà, dans le cinéma, et ensuite, au niveau de la population française. Maintenant, en plus, est-ce qu'on a l'audience pour s'exprimer? Est-ce qu'on peut s'exprimer en notre nom? C'est une deuxième question. Et donc, du coup, je vais passer la parole à Steve. Moi, j'aimerais bien te poser d'abord cette question. Bien sûr, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux nous parler de ton travail? Et après, c'est quoi la diversité pour toi? Alors, donc, moi, je suis auteur-réalisateur. Donc, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages qui ont voyagé un peu partout, en festival. Donc là, j'ai sorti mon premier long-métrage il y a un peu plus d'un mois maintenant. Bravo. Merci. Et donc, ce que signifie pour moi la diversité, la réalité, c'est que je sais très bien ce que signifie le mot diversité. C'est comme tous les mots de vocabulaire, ça dépend de ce qu'on décide de leur accorder comme sens. Et la diversité, ça veut dire les Noirs, les Arabes, les Asiates. C'est ça que ça veut dire, clairement. Et du coup, c'est surtout une manière pour moi plus élégante, un peu plus, on va dire, politiquement correcte de dire des Noirs, des Arabes et des Asiates, quoi. De banlieue.
ou pas de banlieue? Je pense que c'est pas forcément que de banlieue, c'est vraiment là, on n'est vraiment pas sur la question de la catégorie sociale, on est vraiment sur la question de l'origine. Mais toi, personnellement, du coup, comment tu arrives à utiliser ce combat, en quelque sorte, pour mettre plus de gens noirs, de personnes noires à l'écran? Ou en tout cas, c'est quoi ton combat là-dedans? Est-ce que tu as un combat d'ailleurs là-dessus ou pas? Bien sûr. Je me sens très très concerné par ces questions. Donc, tu parlais tout à l'heure justement des rôles clichés qu'on pouvait proposer aux acteurs noirs et aux actrices noires, que ce soit prostituées, dealers, ce genre de rôle. Moi, disons que j'ai une vision un peu différente sur ces questions-là. Pour moi, le problème et le danger ne se situent pas finalement la fonction du rôle, c'est-à-dire est-ce que c'est un médecin et est-ce que c'est un dealer? Ça voudrait dire qu'un médecin est un meilleur rôle qu'un dealer. Non, c'est plus sur la complexité des personnages. C'est-à-dire que si un personnage est complexe mais c'est un dealer, pour moi il n'y a aucun problème à le donner à un acteur noir. Au contraire, moi je pense que justement pour un acteur c'est beaucoup plus intéressant de travailler, d'avoir une partition hyper complexe à jouer et de montrer toute l'étendue de ses talents sur un rôle complexe, alors que finalement jouer un simple archétype, que ce soit l'archétype du médecin, du pompier ou même d'un président de la République, si on est juste cantonné à cet archétype-là, finalement ça revient exactement au même, et c'est juste déplacer le problème pour un petit peu rassurer en disant, vous voyez, on a mis un rôle de médecin, il est noir, on a fait le boulot. Non, c'est la complexité des personnages, c'est des personnages qui évoluent dans des zones grises, des personnages qui ont des contradictions, qui sont humains finalement. Et pour moi, c'est ça mon combat, c'est qu'il y ait plus de rôles au cinéma avec des acteurs, en l'occurrence dans mon cas noirs, avec de la complexité et finalement beaucoup d'humanité. Et parce que c'est ça qui, pour moi, changera les choses. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans ton film, comment tu l'exprimes justement dans Le Marchand de Sable? Ce que tu viens de me dire par rapport au fait de créer des personnages complexes, de montrer leur humanité. Par exemple, moi, je me souviens de Joe, bien sûr, et de Félicité. Comment ça s'exprime dans tes rôles? Je voulais pas que mes personnages soient justement, que le personnage de Joe ce soit juste un ancien taulard qu'on imagine, qui a fait un peu de deal quand il était plus jeune. Au contraire, je voulais qu'il soit pétri de contradictions, qu'il soit à la fois un père en difficulté qui essaye de se battre pour élever son enfant, à la fois qu'il ait une responsabilité au niveau de sa famille, au niveau aussi des gens qui fuient la guerre en Côte d'Ivoire, que lui aussi il y ait sa dignité, c'est-à-dire d'homme de 35 ans qui finalement vit encore chez sa mère et se retrouve un petit peu dans une situation un peu complexe par rapport à son rapport avec son ex, qui elle, on comprend qu'elle a une vie beaucoup plus stable. Je voulais vraiment que ce soit un personnage vraiment plein de complexité, et que surtout, je ne voulais pas qu'on puisse le juger sur sur ses actions. C'est-à-dire que après, c'est aussi le thème de mon film, c'est-à-dire que mon film aborde une question morale, et la question morale, finalement, dès qu'on parle de moralité, elle est propre à chacun. Donc du coup, il y a autant d'avis que de personnes qui vont porter un regard sur le personnage de Joe. Et moi, j'ai celui que je porte, mais je laisse la chose ouverte. Moussa... après, je parle à sa place, mais c'est pas grave. Il va parler juste après. Moussa, je l'ai déjà entendu parler du personnage de Joe d'une manière que moi, j'avais jamais, que je ne perçois pas, mais ça ne me dérange pas, parce que il s'est approprié le rôle, et c'est la manière dont c'est cette manière-là qu'il a travaillé le personnage d'une manière organique. Et moi, ça m'intéresse de l'entendre parler du film et du personnage différemment de ce que moi j'avais écrit et de ce que je pensais sur le plateau, et même comment je le perçois après avoir vu mon film. Mais alors, est-ce que tu penses que les gens perçoivent ça, justement? Ce que toi tu vois dans ton personnage, ou ce que tu reçois par rapport à ton acteur qui t'en parle, est-ce que tu penses que les gens aussi perçoivent ça? C'est quoi les retours que tu as eu sur le film par rapport aux spectateurs? Alors, quand tu dis perçois quoi? Perçois que mon personnage est complexe ou ah oui, non, ça pour le coup, les retours que j'ai eus, oui, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un personnage complexe
est pour le coup très intéressant et pas commun. Et pas forcément sur une question de juste pour un acteur noir, c'est pour un rôle dans le cinéma français tout court. Et justement, j'avais une question là-dessus par rapport à la réception du film. Est-ce que tu as eu des retours négatifs qui étaient liés à la couleur de peau des acteurs ou pas forcément? Non, aucun. Jamais. Aucun. Jamais. J'ai jamais eu ce genre. Mais c'est important. C'est important. Bah, si je peux rebondir, parce qu'on en parlait juste avant et je disais justement que j'avais beaucoup aimé son film et que ma génération est très dure. Je pense qu'on est très dur avec les cinéastes, les jeunes cinéastes français noirs, parce qu'on a été élevé avec le cinéma américain et qu'on a la dalle et qu'on veut enfin voir des bonnes représentations. Et donc c'est vrai que je pense qu'on est assez critique. Et je disais justement que j'aimais beaucoup le personnage, que je trouvais effectivement très complexe et on se demandait ce que Steve me disait, c'est est-ce que le fait que ce soit un anti-héros, ça serait compliqué pour un public noir en fait, comme il y a peu de représentation. Est-ce que c'est compliqué pour un public noir de voir ce personnage qui est quand même je sais pas si vous avez vu le film, mais allez le voir, qui fait quand même du trafic humain, d'êtres humains. Et en fait, c'est ça, c'est le fait que le personnage soit complexe qui fait qu'on oublie en fait que c'est un connard. c'est complètement un anti-héros. Et je pense que ça, on l'accepte dans les séries, on l'accepte depuis super longtemps. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Quand Jordan Peele il fait Nope, le personnage principal de Nope, sur le moment, il a aucun charisme. Genre, il est trop chiant, Daniel Kaluuya, dans ce personnage-là. Et au fur et à mesure, il est hyper complexe, il est traumatisé. Et c'est ce qui le rend intéressant. Et c'est intéressant, cette question justement de complexité. Et j'aimerais bien entendre Moussa parler de ça. Toi, justement, c'est quoi ton rapport à la diversité et comment tu le travailles peut-être dans tes rôles ou dans le choix de tes rôles? Si tu peux nous en dire plus. On ne t'entend pas. Moi, en fait, je suis un peu d'avis de Steve par rapport au terme diversité. Pour moi, diversité, c'est un peu comme quand à une certaine époque, j'entendais discrimination positive pour Harry Roselmack, ces choses-là, en fait, c'est des mots qui sont employés pour caresser dans le sens du poil et pas heurter. Mais la vérité, c'est qu'on parle des noms blancs. Et moi, on va dire que mon rapport à la diversité, en fait, je l'ai eu très tôt, parce qu'à l'époque, quand je commençais, on faisait des courts-métrages. C'était en 2006-2007, et on avait une association qui s'appelait En attendant demain, où on faisait des petits courts-métrages qu'on mettait sur le net. Et Bruno Gassio était venu, justement, dans notre quartier pour nous... Pour venir nous voir. Et nous, on voulait faire des petites capsules qu'on mettait à la télé, un peu comme Un gars, une fille, etc., etc. Et il nous a dit une réalité qui était vraiment vraie, mais qui m'avait frappé, mais qui m'a tout de suite mis, moi, qui m'a, entre guillemets, qui m'a, en genre de bienvenue dans le monde de l'audiovisuel. Et il nous disait, Bruno Gassio nous disait, ouais, ça serait cool de faire ça, etc. Mais je vais vous dire... je vous annonçais une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait vos courts-métrages, on vous proposait de faire un film. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que votre idée de série que vous voulez mettre à la télé, c'est pas possible parce que c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, mais la ménagère de 50 ans n'est pas prête de voir des Noirs et des Arabes en prime time. Et sur le coup, j'avais trouvé ça violent, mais en vrai, c'était une réalité à l'époque. Et c'est totalement ce dont on parlait. Ça veut dire que tout de suite, moi, je suis rentré dans une volonté justement de changer ces choses-là, tu vois. Et je sais que même moi, par rapport à mes rôles, j'essaye d'éviter tout ce qui est rôle cliché, en fait. Mais comme disait Steve, c'est pas le fait de jouer un dealer, ou c'est de jouer une personne qui ne défend rien ou qui n'exprime rien. Et pour moi, autant jouer un rôle cliché, mais aussi de jouer le rôle du noir de service. Tu peux être un docteur, mais si tu ne défends rien, tu es là pour dire, regardez, il y a un noir. Mais pour moi, ça aide pas non plus. Et c'est vrai que c'est passé par beaucoup de choix, même sur des propositions de films où j'ai refusé totalement, parce que on se rend pas compte même en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, et tu te rends compte quand tu vois des gens qui te croisent dans la rue et qui te disent, merci, c'est cool, parce que ça m'inspire. J'aimerais bien faire ça, et je me dis que c'est possible.
Et quand, en tant qu'acteur, on ne se rend pas compte, on se dit, voilà, on prend les scénarios les uns après les autres, on essaye de gratter notre pain, etc. Et c'est vrai que quand des gens nous voient à la télé, moi, je sais que moi, quand j'étais petit, je ne voyais pas ou très peu, à part des acteurs américains, de personnes où je pourrais m'identifier en me disant, j'aimerais bien, c'est possible de jouer ce genre de rôle. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, on a une responsabilité par rapport à ça. Et je pense que, par exemple, quand je joue certains rôles, j'essaye après de trouver d'autres rôles qui sont aux antipodes pour montrer en fait une large palette et que justement les acteurs noirs peuvent jouer plusieurs choses, peuvent jouer des personnages complexes, peuvent jouer des personnages profonds. Et je pense que c'est ma manière à moi, mon activisme à moi pour essayer de, on va dire, changer les mentalités. C'est super intéressant et justement je pense que moi en tant que spectateur on le ressent totalement parce qu'on voit certains acteurs dont on va parler d'ailleurs même dans le débat comme Omar Sy ou des choses comme ça, on les juge pas mal par rapport au rôle qu'ils ont choisi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis le film Yao où par exemple on avait l'impression qu'enfin il s'exprimait sur l'Afrique alors que ça faisait des années qu'on l'attendait sur ce sujet et par ce rôle il l'a fait, donc je trouve que c'est important que les acteurs en aient conscience, en tout cas, c'est bien, tu vois. Tu veux dire quelque chose là-dessus ? Ouais. En fait, je profite pour bouger ma chaise. C'est toujours un petit peu compliqué de s'en prendre aux acteurs. C'est ceux qui sont exposés, certes, mais un acteur, en fait, il n'est pas non plus totalement... il gère pas finalement le désir qu'on a pour lui. C'est-à-dire que... à un moment donné, on peut te proposer à y avoir en tout cas une perception de ce que tu es et projeter sur toi des choses. Et parmi les choses qu'on projette sur toi, il n'y a pas forcément quelque chose d'hyper intéressant. Donc, tu peux refuser 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout d'un moment, c'est ton métier. Tu dois quand même manger, tu dois quand même remplir la gamelle. Et c'est toujours un peu délicat, je trouve, de s'en prendre aux acteurs. Je pense que pour le coup, les réalisateurs, eux, sont beaucoup plus responsables de ce qu'ils font et de l'endroit où ils décident d'aller et des propos qu'ils veulent porter. Et donc moi, j'aurais toujours beaucoup d'indulgence envers les acteurs, quel que soit là où ils sont en termes de carrière et de pouvoir. Ça reste quand même un métier où tu es soumis au désir des autres, contrairement à celui de réalisateur où finalement, c'est toi qui impulse le désir, donc qui projette, qui affirme des idées politiques et sociales. Et je dirais même le producteur, en fait on n'en parle jamais, mais je pense que c'est l'endroit où il faut qu'on aille. C'est vraiment le combat, je pense, à mener pour les années à venir, c'est qu'on ait plus de producteurs et de personnes dans les chaînes de télévision qui soient concernées et conscientes des questions de représentation. Justement, Johanna, toi qui es productrice, je voulais savoir... à quel obstacle tu fais face en tant que productrice noire, si tu as des obstacles, et comment tu essayes de justement travailler ces questions-là ? En fait, moi, pour la petite histoire, en fait, j'ai fait un master en anthropologie. Donc, c'est le master qu'a créé Jean Rouch. Donc voilà, pour vous dire, pour ceux qui connaissent l'anthropologie et Jean Rouch, vous comprendrez. Et en fait, j'ai commencé à faire mes documentaires comme ça. Et après, en faisant mes documentaires et en cherchant des producteurs, je me suis rendu compte que c'était compliqué de trouver. Et en fait, comme j'avais commencé à autoproduire mes projets et à les distribuer moi-même, j'ai décidé de reprendre des études dans une école. Donc j'ai passé un concours et tout. Et j'ai repris des études à 25 ans dans une école de cinéma. Et j'ai fait la production dans cette école. Et en fait, de là, j'ai produit plein de courts-métrages d'étudiants. Et ça m'a permis de comprendre le monde du cinéma et le marché français, en fait. Et en fait, je pense que le principal obstacle auquel on peut faire face quand on veut être dans ce métier-là, c'est de connaître des gens, en fait. C'est les connexions. C'est aussi d'avoir conscience de comment fonctionne la chaîne de production d'un film en France, qui est complètement différente de la chaîne de production d'un film aux États-Unis, par exemple. On est dans un pays où le cinéma est financé par l'État. Donc, en fait, c'est un instrument politique. Et donc, ça, peu de gens le disent et le savent. Mais, par exemple, le CNC finance 80%, voire 90% des films qui sortent en salle. Et le CNC, son président, il est élu par la ministre de la Culture.
et en fait par le président. Et donc rien que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais aux États-Unis, le financement des films est privé. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a plus de jeunes réalisateurs qui émergent issus de la diversité parce que c'est des financements privés et parce qu'à un moment, tu as Oprah Winfrey qui peut dire je vais financer un film et bam, on va faire La Couleur pourpre avec Steven Spielberg. Et ça va faire plein d'entrées. Et je rajoute sur le financement public, justement l'étude du collectif 50-50, elle disait que les films qui sont les plus financés ont majoritairement des acteurs et des scénaristes, des réalisateurs blancs. Et les films qui font le plus d'entrées mais moins financés, justement, parlent de la diversité. Donc c'est impressionnant ce que tu dis. Il y a un vrai biais dans le système de financement des films en France. Et après, moi, je ne suis pas dans les commissions. Je ne connais personne au CNC, en tout cas dans ces commissions. Donc voilà, je m'exprime de manière libre là-dessus. Mais j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours, quand on est dedans, de faire face à ça, de savoir que telle commission, il y a telle personne et que ça ne passera pas. Enfin, comment vous faites en fait ? Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, à la fois c'est intéressant parce que les commissions, elles sont gérées par des professionnels du milieu. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les gens du milieu du cinéma qui se jugent entre eux. Et donc c'est intéressant pour le côté artistique parce que tu sais qu'en face de toi, tu as des gens qui font ton métier. C'est pas des gens qui sont complètement ailleurs et qui comprennent pas les enjeux de ton scénario, de ce que tu veux faire. Mais ce qui est compliqué, c'est effectivement pour la diversité. J'utilise le mot parce qu'on n'a pas d'autre. Pluralité. Pour la pluralité, il n'y a pas beaucoup de gens concernés. Et donc, quand il y a des scénarios comme ça qui arrivent, on va avoir parfois de l'incompréhension, peu de gens pour les défendre. Et c'est comme ça que vous avez des catastrophes comme Les Misérables, qui n'est pas financé par le CNC et qui fait plein d'entrées. Waouh. Et en fait, le truc, c'est que faut comprendre que le CNC, comment il a autant d'argent, c'est parce que à chaque fois que vous achetez un billet pour aller au cinéma, y a un pourcentage qui est reversé au CNC, même quand vous prenez un ticket pour aller voir un Marvel. Donc on a un système qui est ouf, qui est super. Les films français sont financés comme ça. Mais le problème, c'est que qui est financé, les gens qui connaissent des gens ou qui sont visibles ou qui ont les codes aussi, parce que c'est aussi une question de code. Le scénario, tout le monde ne sait pas écrire un scénario. Et c'est la première porte d'entrée pour ce type de financement. Et d'ailleurs, pour revenir sur la question de la pluralité, de la diversité, on a l'impression, encore dans l'étude du collectif 50-50, ils expliquaient que c'est les films qui, en fait, quand on aborde le sujet de la diversité à travers la comédie, ça fonctionne. On finance ces films-là. Donc, par exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Les films de Ahmed Silla, que j'ai cité tout à l'heure. Et justement, on a l'impression qu'en France, on peut faire que des films qui sont intéressants avec des acteurs, lead acteurs, donc des acteurs principaux noirs, pas intéressants, je voulais dire financés, de cette manière que si c'est des comédies. Donc je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs sur ce sujet-là. Je parle des gros films, des films qui vont faire des millions d'entrées. Ouais, après je vais te laisser parce que je pense que toi tu as dû passer par les guichets de financement. Déjà il y a par exemple une grosse comédie comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est pas du tout les mêmes guichets que le cinéma d'auteur. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ne vont pas demander l'avance sur recette du CNC, c'est d'autres guichets. Et du coup, comme ce sont des guichets où la question de la rentabilité se pose très rapidement, parce que l'avantage aussi, c'est que quand on présente des films au CNC, à l'avance sur recette, c'est pas forcément des films qui ont vocation à faire un carton en salle. C'est vraiment des films qui sont exigeants, radicaux. C'est ce qui permet au cinéma français et d'auteurs de rayonner dans le monde entier. Mais le cinéma, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est un cinéma qui est destiné à faire du bif, littéralement. Et donc du coup, forcément, la question de la bancabilité de l'acteur compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent des humoristes qui ont énormément de succès sont très populaires, sont très convoités pour ce genre de film. Et quand on arrive à questionner la diversité avec des leading roles noirs, on va forcément aller chercher des personnalités très populaires. Et aujourd'hui, les personnalités très très populaires, ce sont souvent soit d'anciens humoristes ou d'actuels humoristes noirs. Et
Et c'est juste le business qui est comme ça. Et les gens vont voir ces films, donc quelque part, c'est que la recette fonctionne. Et justement, c'est ce que je me disais, parce que quand je donnais les noms au tout départ de mon introduction, on a l'impression qu'en fait, c'est toujours les mêmes, parce que comme tu dis, il y a un système de bankable qui fait que si tu n'es pas bankable, on ne va pas te prendre dans un film qui aura un potentiel, en fait, en quelque sorte. Mais ça, je pense que c'est même pas une question d'être noir. Hein. C'est pareil pour les acteurs blancs. Ouais, mais du coup, il y a beaucoup plus d'acteurs bankable blancs que d'acteurs bankable noirs, j'ai l'impression. Ah, fatalement, oui. Ouais, mais pourquoi ? Ben, ça, c'est... Bah oui. Non, dans le sens pourquoi c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas plus d'acteurs qu'on considère bankable comme étant noirs, c'est ça que je suis en train de te dire. Tu veux dire blanc? Ah, il n'y a pas assez de films, j'ai entendu plus. D'accord. Oui, c'est ça. J'ai presque envie de te dire. Donc c'est le serpent qui se mord la queue en fait. J'ai envie de te dire oui et non parce que pour le coup, l'acteur le plus bankable est noir. Oui, non mais moi je suis d'accord. Ce que je te dis c'est que tu me parles d'un problème structurel et j'ai l'impression qu'en fait je me pose vraiment la question de pourquoi on ne considère pas plus d'acteurs noirs comme bankable. Mais c'est pas une question de considérer, c'est très factuel en fait, ce sont des chiffres. Là c'est pas une question d'appréciation et tu sais quoi, je trouve peut-être même ça encore plus juste comme manière de juger, c'est-à-dire t'as fait tant d'entrées, t'es bankable et en fait on retravaille avec toi. Mais moi j'ai une question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un film est bankable? C'est le nombre d'entrées. C'est le nombre d'entrées. Pendant longtemps, le cinéma a été financé beaucoup par la télévision, Canal et tout. Et en fait, il y avait aussi l'audimat. Enfin, tout simplement. Quand tu as des chaînes de télé qui arrivent très tôt sur un film, elles veulent être sûres que le film, quand il va passer dans un an à 20h, va faire beaucoup d'audimat. Et c'est pour ça que tu as Danny Boone pendant longtemps qui faisait tous les films TF1, tu vois. Oui, parce que quand Danny Boone a sorti sa comédie, j'ai oublié, Les Ch'tis, mais avant de faire Les Ch'tis, il était aussi connu que ça? C'est Les Ch'tis qui l'a. Est-ce que c'est pas Les Ch'tis qui a lancé sa carrière cinématographique? En fait, je parle, non, c'est une question que je me pose. Je pense comprendre le sens de ce que tu veux dire dans la mesure où qu'est-ce qui pourrait être fait pour rendre plus d'acteurs noirs bankable? C'est plutôt ça ta question. Mais j'allais même donner des exemples parce que je voulais vous dire, en fait, la question que je me pose, c'est comment on fait pour amener des entrées en salle? Il faut des prix. Il faut de la promotion. La promotion, c'est ça que je veux dire. C'est vrai qu'en termes de, je pense que tu parles en termes d'exposition méritante. C'est ça. Et je vais en parler après d'ailleurs, c'est pour ça. En fait, mais c'est vrai que, enfin, comment tu vois les choses en disant que le serpent se mord la queue, c'est vrai que souvent tu peux te dire, oui, fatalement, c'est toujours les mêmes qu'on voit. Et donc du coup, comment on fait pour des acteurs qui sont prometteurs ou que les gens penserait qu'ils puissent avoir l'exposition méritante, comment on fait pour les ériger à ce statut de bankable? Je pense que c'est ça. Et en fait, on va dire que ça fait partie du jeu aussi. Voilà, quand par exemple Omar Sy ou même Ahmed Chila, ils sont en haut de l'affiche et qu'il y a des films qui sont financés avec des acteurs justement qui sont des acteurs noirs, mais forcément les productions vont dire on va penser à ces gens-là. Comme ça, on s'assure un minimum d'entrées issues des gens de la diversité parce que pour eux, ce sont les gens qui la représentent. Et tu penses qu'ils ont raison? Eh bien, en vrai, on ne peut pas leur jeter. Je parle en termes de chiffres, quoi. Ça marche vraiment? Tu vois Tirailleurs. Tu vois. Mais Lupin, à part Tirailleurs. À part Tirailleurs. Oui, à part Tirailleurs, il y a Lupin. Ouais, mais c'est Netflix. Mais c'est un film quand même. Non, mais on va en parler parce qu'on parle d'entrée en cinéma. Non, mais je suis d'accord. Tu vois? Oui, donc j'essaie de comprendre vraiment ce qui fait que ça change vraiment les choses. Après, ça répète ce qu'on était en train de dire juste avant, mais il faut savoir qu'en France, on a eu aussi un gros souci avec la télévision et les séries. On était morts pendant très longtemps. Les plateformes sont arrivées, nous ont un peu réveillés, mais on est en retard sur la série. On est très, très, très en retard. Et la série, c'est quand même l'endroit en Angleterre, aux États-Unis, qui fait émerger les acteurs. Ouais. Si tu regardes en Angleterre, tous les acteurs anglais qui font des bêtes de série vont après aux États-Unis et on les voit aux Oscars. Daniel Kaluuya, il sort de Skins. Ouais. Genre, quand même, la série pour ados des années 2000, quoi. Donc, René Jean Page, il sort de Bridgerton, pardon, et il n'était pas connu avant. C'est ça. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un gros souci en France, c'est qu'on n'a pas de... On n'est pas à la télé, enfin on n'est pas très fort à la télé et en fait c'est ce qui fait émerger les gens. Donc je pense que le souci aussi de, tu vois. Après il y a aussi ce truc-là de volonté aussi de vouloir être ce type d'acteur hyper bankable qui joue dans des
finalement des grosses comédies qui ne racontent pas forcément grand-chose. Moi, j'ai l'impression que les acteurs intéressants, ils sont pas à cet endroit-là. Je sais pas, est-ce que se dire, tiens, j'ai envie d'être très bankable pour pouvoir, ok, certes, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais est-ce que tu vas tourner avec les réalisateurs français qui comptent dans le cinéma d'auteur, dans des grands auteurs? Donc, ce que tu viens de dire, c'est que ce que je viens d'entendre, c'est des grosses comédies. Donc, en fait, quand tu es bankable, c'est forcément grosse comédie, en fait. Non, en fait, c'est ça que pour nuancer, c'est ce qui fonctionne, en tout cas, le plus au cinéma. En tout cas, en France. Oui, en France, ouais. On parle du cinéma français. Okay. En fait, pour nuancer, par exemple, c'est vrai que souvent, par exemple, en tant qu'acteur, quand il y a toujours cette questionnement de dire, bon, on va pas se mentir, c'est bien d'être bankable, et en même temps, d'amour de la profession, de dire, comme dit Steve, j'aimerais bien jouer avec des Audiard, avec des Hachepo, avec enfin, entre autres, voilà. Et c'est vrai que souvent, par exemple, en tant qu'acteur, c'est humain, on peut souffrir du manque de dire que dans les médias, on mériterait d'être plus mis en avant par rapport au travail qu'on fait. Mais c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, et c'est comme ça, c'est le business qui veut ça, c'est que quand tu deviens très bankable, tu deviens très populaire, ça veut dire qu'en fait, un acteur très populaire qui fait des comédies, il va être très identifié. Ça veut dire que pour tomber dans un rôle où justement il va jouer une personne torturée ou un truc très profond, forcément, ça va être à contre-emploi de ce que sa popularité veut. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est vrai que c'est une question très personnelle, tu vois. Regarde, je vais te donner un exemple. Quand Validé sort, voilà, boum, ça cartonne. J'ai le personnage de Mastar, c'est un personnage très identifié qui est. Et en fait, je me suis dit moi-même, bon, à continuer dans ce créneau-là, tu deviens bien populaire, mais est-ce que c'est vraiment forcément ce qui va te faire vibrer si après on me propose que des rôles à la Mastar, au bout d'un moment, tu t'emmerdes. Et c'est pour ça que, par exemple, quand le marchand de sable, quand je lis le Séance du marchand de sable et que je vois le rôle et la complexité du rôle, je me dis, mais ça c'est quelque chose que je veux faire. C'est pour ça que moi tout de suite, mais d'un point de vue personnel, je me suis décidé à essayer de faire des rôles différents pour casser cette image du personnage de Mastar. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'entends totalement. Et moi je me pose la question justement, c'est est-ce que les plateformes, elles n'ont pas ce rôle de tremplin pour les acteurs qui sont pas connus ou moins connus? Est-ce que moi j'ai une question très frontale. Est-ce que Netflix t'a propulsé au devant de la scène avec Validé? C'est Canal+. Canal+, excusez-moi. En fait, d'un point de vue populaire, ça m'a exposé. Et ensuite, par contre, j'ai envie de dire, Canal+ n'est pas non plus mon agent. Tu vois, ça veut dire que Canal+, ils font une série, ils financent, ça marche, c'est cool, on fait une saison 2, saison 3, ce que tu veux, on part sur autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, eux, et c'est comme je dis, c'est le jeu qui veut ça, c'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ne sont pas là pour, bon, ils font exploser des gens, les gens marchent, tant mieux, tant pis, mais quand les gens, eux, ils vont aller cartonner, ils vont pas dire Canal+, c'est mon agent. Donc en fait, c'est, comme on dit, chacun voit midi à sa porte, en fait. Et c'est vrai que, je pense, moi, après, pour ma part, que... en termes de médias, en termes après aussi, c'est ce que les gens veulent et demandent et supportent. C'est aux gens de dire, voilà, tel acteur, on le veut plus le voir là, on peut plus le voir là, etc. Donc, je pense que ça se joue à un autre niveau, je pense, ce dont tu parles, en fait. Mais, non, vas-y, Joanne. Non, parce que j'allais dire, après, il y a un autre souci aussi dans le cinéma français d'auteur. Tu vois, tu dis que, tout ce que tu disais par rapport au fait que parfois, on a envie de rôles plus complexes et que, y a un autre souci, c'est tous ces jeunes talents qui sont récompensés, qui arrivent jusqu'au cinéma d'auteur. Moi, je pense notamment à Fatia dans Mignonne, mais aussi à Deborah Lukumwena, à plein d'acteurs ou d'actrices surtout, qui arrivent et en fait, une fois qu'ils sont récompensés, que le cinéma indé les a vus, ils savent pas quoi en faire. Et là, on les voit plus. Mais justement, vous m'avez un peu bousculé parce que j'allais parler des récompenses en fait. Et j'ai aussi un autre sujet
que tu as amené, que vous avez amené sur le côté bankable, sur le côté de quel rôle on donne aux acteurs bankable. En fait, j'avais 2 questions à aborder, mais en fait, je vais d'abord revenir sur les prix justement pour vous montrer à quel point c'est assez troublant de voir l'historique des Césars. Alors, on n'a pas le temps et j'ai pas eu le temps non plus de faire des recherches sur l'intégralité des prix qui ont été donnés au César, mais en revanche, j'ai fait la liste des prix du meilleur film. Et en fait, faut d'abord savoir que le prix du meilleur film, donc c'est une récompense cinématographique française décernée par l'Académie des arts et techniques du cinéma depuis la première remise du prix le 3 avril 1976 au Palais des Congrès à Paris. Et en fait, si on parle juste de ce prix, on se rend compte qu'il y a tant au niveau des nominations que des prix qui ont été donnés un vrai problème de représentation. Et alors, je ne parle même pas du meilleur acteur ou du meilleur réalisateur, là, c'est même pas la peine d'en parler. Je vous donne juste un petit historique. Ça a été très blanc, pas que blanc, très homme blanc depuis 50 ans, de 1976 à 1994, avec des grands noms comme Alain Resnais, André Téchiné, qui d'ailleurs sont des très grands réalisateurs, donc je vous conseille d'aller voir les films. Et à partir de 1994, il y a eu un petit espoir, La haine, de Mathieu Kassovitz. Donc un film qui parlait effectivement des banlieues et des Noirs et des Arabes, mais réalisé par un réalisateur blanc. Mais d'ailleurs, je pense que ceux qui le connaissent et ceux qui connaissent son travail, je veux dire, c'est difficile aussi de le critiquer lui pour ce qu'il a fait. Non, mais je dis, c'est intéressant de dire que ce film-là aussi, on pourrait en parler longtemps, mais voilà, il existe. Et à partir des années 2000, il y a eu déjà un petit espoir, parce que tout ce que je vous ai dit, c'était que des hommes. Donc les années 2000, ils se sont un peu ouverts. Ils ont donné deux prix à 2 femmes. Vénus Beauté, je crois que c'était en 2000, de Tony Marshall, et Agnès Jaoui, Le goût des autres, en 2001. Donc voilà, ils se sont dit, il faut des femmes quand même. Ensuite, il y a eu 2005, L'Esquive. Et là, c'était le premier réalisateur d'origine tunisienne, Abdelatif Kechiche, qui avait fait aussi La graine et le mulet. Et en 2008, il a eu donc, en 2008 aussi, le prix du meilleur film pour La graine et le mulet. Donc deux prix à un réalisateur d'origine tunisienne. Et ensuite, il y a eu une exception, peut-être dans l'histoire. 10 ans plus tard, Timbuktu, réalisateur mauritanien, Abderrahmane Sissako. Ouais, vous voyez les nationalités derrière. Et on a ensuite Fatima de Philippe Paucon. On a Amine. Ah non, pardon, excusez-moi. Et ensuite, on n'a plus grand-chose pendant longtemps. Et on a Les Misérables de Lajli en 2020, prix du meilleur film. Et après, il y a eu beaucoup de nominations. Donc, c'est-à-dire, en fait, en vrai, ce que je vous dis, ça a commencé en 2007. La première nomination, c'était Rachid Bouchareb, donc le réalisateur franco-algérien, pour Indigène. Et c'était vraiment un espoir quand on s'est dit, tiens, les choses vont changer. Puis non, en fait, 2015, et puis après, 2020. Et là, on a l'impression que les meilleurs prix qui sont décernés aux réalisateurs, c'est le prix du premier film. Voilà. Eugène Palcy, prix du premier film, Rue Cazenègre, en 1984. Puis après, alors j'ai peut-être oublié des noms entre-temps, mais après, il y a eu Jean-Pascal Zadi, donc la nomination, du coup, en 2021, et le prix en 2023 de Alice Diop. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça n'a pas beaucoup bougé, et qu'on voit quand même qu'il y a un problème dans la représentation dans les prix qui font aussi que ça crée des acteurs bankable ou non, ou des réalisateurs bankable ou non. Donc voilà. Il y a même de la condescendance dans les prix parce que c'est que des espoirs. Soit ils sont espoirs, soit c'est premier film, alors qu'Alice Diop, elle a fait combien de documentaires? Ouais. Genre, elle a fait... je pense que dans sa catégorie, elle avait fait plus de films que toutes les personnes de sa catégorie, même si c'était pas des fictions. Et ouais, c'est toujours, c'est-à-dire meilleur espoir, meilleur premier film. Jean-Pascal Zadi, pareil, tu vois, d'être espoir masculin, c'est un peu condescendant. Moi, ce qui me gêne encore plus, c'est le côté extraordinaire de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, on voit une nomination pour un acteur noir, waouh, c'est une dinguerie. Alors qu'en fait, ça devrait être normal. Pour moi, ça devrait être encore heureux. Je veux dire, et c'est vrai que souvent dès que mais là faut et limite en mode voilà, allez, vous avez vu, on n'est pas bizarre, ça va, allez, on repart dans ce qu'on faisait d'habitude. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est ce côté un peu condescendant, ce côté un peu hypocrite. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est la période du Covid et que Jean-Pascal Zadi il a son prix, etc., super, etc., et tu sens, je sais pas si tu l'as senti, même dans le milieu du cinéma,
que les gens sont en mode bon, vas-y, c'est le Covid, on lui donne, ça va. Ouais, ce que je veux dire. Carrément. Non, mais moi, et c'est quand même fou de le ressentir comme ça, parce que normalement, ça devrait être, il fait un bon film, où il a très bien joué, et puis il concourt en même temps que les autres. Mais c'est vrai que, comme là, la dernière cérémonie des Césars, par Alice Diop, c'était très, 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 très clair, les nominations, surtout sur les acteurs, etc. Alors qu'il y a un gros vivier. Mais maintenant, après, la question est de savoir, comme tu disais, dans ce microcosme, quels sont les contacts et qui sont à la table, qui mangent ensemble et qui décide de faire venir à la table qui. C'est la grande question, en fait. J'ai une question piège. Vous connaissez combien de producteurs noirs en France? Très peu. Deux. Moi, ouais. j'en connais 2. Ouais. Attends. Ouais, j'en connais 2. Moi, connais 2 aussi. 3. On connaît J'en connais peut-être 3. les mêmes. On peut les nommer. Hein. Sébastien Onomo. Sébastien Onomo. Aïssa Maïga, qui est nouvellement productrice. Laurence Lascari. Ouais. Moi, du coup, ça fait 2. C'est tout. Ouais. Voilà, fin du débat. Non, je pense que c'est... Non, mais moi, voilà, Steve. Moi, non, mais bien sûr qu'il y en a d'autres, je sais, je rigole. C'est ceux qu'on connaît seulement, c'est juste ceux qu'on connaît. Par rapport à la question des producteurs. Oui, c'est vrai qu'il est producteur. Par rapport à la question des Césars et des récompenses, c'est toujours aussi un petit peu ce que toi tu décides d'accorder comme importance à ça. C'est si tu fais tes films pour justement aller dans ces cérémonies-là pour pouvoir gagner des prix et être mécontent parce que... pour moi, quand je t'entends parler des cérémonies, des prix, de l'évolution, finalement, moi je trouve que à partir justement du coup de Keshish, c'est ça, hein, à partir de Keshish, finalement, moi je trouve pas ça si mal. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un film réalisé par un réalisateur noir ou une réalisatrice noire qui a été volé ces dernières années, qui n'ait pas existé au César, qui soit marché en salle, soit marché en festival, et au César qui a été boudé. Maintenant, c'est sûr que pour Alice Diop, je pense que son film méritait amplement d'être dans la catégorie meilleur film, mais ça reste qu'elle a quand même gagné un César du meilleur premier film. Je veux dire, c'est pas rien. Hein. Faut aussi reconnaître en fait quand les choses elles avancent. La réalité, c'est que. Est-ce qu'elles avancent vraiment? Parce que quand tu regardes l'historique, t'as l'impression que c'est un vrai retour en arrière. Hein. Je te dis là. Mais est-ce que être au César en fait c'est une finalité? C'est ça le truc. Peut-être. Mais est-ce que ça aide ton film à avoir plus de vues? Ton film, théoriquement, à partir du moment où tu arrives au César, sa carrière, elle est quand même déjà un petit peu terminée. C'est-à-dire que ton film, il a déjà marché ou pas en salle. Et j'ai même envie de te dire, c'est un petit peu parce que ton film, il a marché en salle qu'il a été vu aussi par la profession, que la profession peut le juger et peut éventuellement voter pour lui aussi. Donc, c'est pas à cet endroit-là, moi, que je trouve qu'il faut se battre. C'est pas au niveau des Césars. Moi, c'est plus au niveau, justement, des grands festivals. C'est les grands festivals qui décident, et Cannes, Venise, Toronto, c'est les grands festivals qui font les films, la hype des films, parce que ce sont des festivals qui ont l'exclusivité, donc les premières se font à ces endroits-là. Donc quand un film sort dans un grand festival, est projeté dans un grand festival, d'office en fait, il arrive avec un label qui crée une espèce d'émulation autour de ce film-là. Et quand des films ne bénéficient pas de ces émulations-là, c'est plus dur pour eux d'exister après. Donc moi, je pense... Et finalement, les Césars, Oscars, c'est plus des campagnes un petit peu publicitaires, comme médiatiques. Voilà, c'est plus ce genre de choses. C'est avant que ça se joue. Je suis d'accord et je pense que effectivement, tu prends l'exemple de Maïmouna Doucouré, son premier court métrage, Maman, il avait pas eu Cannes parce que du coup, Cannes c'est français, hein, et du coup, il n'avait pas eu Cannes. Mais par contre, il avait eu tous les grands festivals internationaux, dont le Grand Prix à Sundance du court métrage. Et là, impossible de l'ignorer. Et du coup, il était au César. Exactement. Et je vais rajouter un truc sur ça. Et j'allais vous poser la question aussi, c'est comment vous sentez cette évolution dans les festivals. Mais il faut savoir qu'il y a un collectif de programmateurs racisés qui existe depuis 2018, je crois. POC2, P-O-C-C, People of Color Collective. Je crois que c'est ça, mais
toute façon, je ferai des recherches, je vous le redirai. Et en fait, c'est un ensemble de, je sais pas, 300 ou 400 programmateurs dans les grands festivals qui sont eux-mêmes racisés, que ce soit indiens, d'origine africaine, etc. Et qui, du coup, se sont entendus pour dire, bah, maintenant, on fait changer les choses. On met en avant des films qui aussi viennent d'autres horizons. Donc, juste pour que ça ne m'étonne pas que Sundance, du coup, ait sélectionné ce film. Je ne sais pas comment tu ressens cette... Est-ce que tu sens qu'il y a une évolution dans la réception au niveau des festivals ? Je ne sais pas. Ouais, on ne sait pas. Après aussi, si je ne me trompe pas, aussi, le problème est à parler aussi au niveau des exploitants de salles et des distributeurs aussi. Parce que quand un film, aussi beau qu'il soit, mais n'a pas accès à toutes les salles, c'est compliqué pour ce film d'être vu et d'être justement propagé pour justement parce que souvent justement ce sont des films qui sont après niche et donc du coup il y a des gens déjà retourner au cinéma c'est compliqué, les gens y retournent, mais si c'est pour se taper 2 heures de route pour aller dans un cinéma où il n'est pas dans le cinéma à proximité, et bien en fait il passe à côté de films. Et je vois souvent des gens qui voient des films après coup qui disent putain mais je savais pas qu'il était au cinéma, ou quand il était au cinéma j'ai pas eu accès. Et peut-être qu'aussi là il y a un travail à faire justement pour mettre ce type ces genres de films au vu de tout le monde en fait. Ça, c'est notre grand sujet, puisqu'on parle des films africains, donc on est au courant de ces problématiques de distribution. Mais je voulais parler tout à l'heure justement tu parlais du milieu du cinéma, et qu'effectivement, quand tu arrives dans le milieu du cinéma, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres problèmes de représentativité. Et moi, j'avais une question sur les alliés. Donc en anglais, on dit les allies. Donc on dit que voilà, quand nous, on a un combat peut-être... qu'on pourrait dire antiraciste, ou en tout cas de promotion de notre communauté, on a des alliés qui peuvent nous aider, donc distributeurs, producteurs, exploitants. Et moi, je voulais un peu parler du travail de certains réalisateurs. En fait, je me pose la question, où sont les alliés ? Parce que tu disais tout à l'heure, les réalisateurs ont plus d'importance dans le choix des rôles qu'on va donner, etc., que les acteurs eux-mêmes. Alors, moi, je vais vous montrer une petite liste que j'ai faite. J'ai en fait sélectionné les synopsis des films dont on a parlé tout à l'heure, et je voulais justement parler des rôles clichés ou des clichés qu'on voit dans certains rôles et certains synopsis. Je vais essayer de manipuler ma feuille tout en parlant. Et donc là, je vais plus parler des streamers en même temps. Je vois que justement, il y a un changement quand même au niveau des streamers, mais est-ce que c'est vraiment un changement ? C'est la question que je vous pose. Là, on va lire les quelques synopsis de séries et de films qui sont sortis récemment, notamment sur Netflix. Donc on voit Mortel, écrit par Frédéric Garcia. Dans un lycée de banlieue, Sofiane, Victor et Louisa, 3 adolescents que tout oppose, se retrouvent liés par une force surnaturelle incontrôlable. Ils décident alors d'unir leur nouveau pouvoir pour retrouver le frère de Sofiane. Ça parle de vaudou. Le dieu Obé, non mais je vous le dis, le dieu Obé, il est interprété par Corentin Fila. Donc ça parle de vaudou, c'est écrit par Frédéric Garcia. Banlieusard de Kerry James, 3 frères issus d'une banlieue sensible de la région parisienne. Souleymane, élève avocat à Paris, réussit brillamment ses études. Son chemin croise celui de Lisa, face à laquelle il débat sur la responsabilité de l'État dans la situation des banlieues lors de la finale d'un concours d'éloquence. Demba, l'aîné, vit au rythme du trafic et de la rue. Leur petit frère, Noumouké, 15 ans, cherche encore sa voie et doit choisir auquel de ses grands frères il veut ressembler. Ensuite, on va avoir Divine, 2017, Ouda Benyamina, dans un ghetto où se côtoient trafic et religion. Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maïmouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Diggy, un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. Et ensuite, on a Braqueur, série Netflix, qui est encore en cours, écrit par Julien Leclerc et Hamid Hilloua, j'espère que je prononce bien. Lorsque sa nièce entre en contact avec un puissant baron de la drogue, Mehdi et son équipe de braqueurs expérimentés se retrouvent impliqués dans une guerre de territoire violente et mortelle. Je précise d'ailleurs que dans cette série, Tracy Gotoas, qui est une des actrices principales, elle joue une Nigériane, donc elle est française, elle joue une Nigériane, qui est victime du trafic de drogue. Donc elle doit manger des petites boulettes de cocaïne et elle doit... Faire la mule. Exactement, faire la mule. Donc voilà, ça c'est des synopsis de films récents. Hein. Et je me pose la question du coup... J'ai cru que t'avais vers celui-là du Roi des Ombres, mais non. Mais... Non, je l'ai pas eu le temps de le noter. Non,
En fait, je me pose la question. Je lisais, dans mes recherches, je suis tombé sur une interview entre Mokobe et Alain Finkielkraut. Voilà, me demandez pas comment c'est sorti. Le multiverse. Il y avait un débat à l'époque, c'était en 2013, sur la question de justement la représentativité, la diversité. Et justement, le journaliste lui pose la question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un amalgame, quand on parle des banlieues, entre culture, immigration, intégration et même délinquance? Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame dans le cinéma entre justement culture, immigration, intégration et des sujets sur la violence, en tout cas, toujours les mêmes sujets qui ressortent quand il s'agit de mettre des noirs à l'écran? En fait, moi, pour ma part, je pense plutôt qu'il y a aussi beaucoup de fascination pour le côté urbain, pour le côté... On enlève la bonnette. Ça fait bizarre. Ah, on la remet pas. C'est bizarre de la mettre. En fait, ouais, il y a une genre de fascination. et du coup, c'est vrai que vu comme ça, quand tu écris un synopsis, c'est vrai que pour aller droit à l'essentiel, voilà, tu vas dire dans une banlieue assez sensible, font tout pour s'en sortir. Et ça a l'air très cliché en fait. Mais ça, c'est dû aussi au fait que, enfin, pour ma part, ce que je pense, la musique urbaine, dite urbaine, le rap, etc. Les producteurs voient que leurs enfants en écoutent, qu'il y a beaucoup de streams par rapport à ça, etc. Donc ils se disent, si on ajoute une sauce urbaine à certains projets, peut-être que ça va attirer un public plus jeune, parce que je sais que c'est ce qu'ils recherchent en fait. Donc urbain veut dire dealer, délinquance. Non. Ça veut dire quoi en fait? Non. C'est comme quand tu me dis diversité, on va pas se mentir. Ouais. Mais en fait, c'est le côté plus, pour moi, le côté c'est le fantasme en fait, le côté sulfureux. C'est-à-dire quand ils écoutent quand tu écoutes des musiques de rap, et dans les musiques de rap, on va dire le divertissement d'aujourd'hui, c'est justement même dans les musiques de rap de parler de choses clichés, de dire du bendo, patati patata. Ça veut dire que forcément ils disent que ça fait écho à ces genres de musique-là, et peut-être que ça va attirer un public jeune qui va regarder ces choses-là en fait. Et c'est vrai que quand tu lis les synopsis, c'est très réducteur, tu vois. Après, je pense qu'il faut, parce que là, tu as essentiellement parlé de contenu, de séries et films de plateforme. À succès. À part Divine. Ce sont deux choses différentes, je pense. Je pense que Divine, c'est dur de mettre Divine dans le même lot que les autres, autres films. J'ai juste dit une série de synopsis. Ne vous inquiétez pas. Mais là, tu as essentiellement parlé de contenu, c'est-à-dire de films pour capter l'attention de gens, et pas forcément des films qui ont une dimension artistique poussée. Je pense que ce sont des films qui sont faits aussi... un petit peu comme, pour moi, je vois que ce soit Netflix, Amazon, et je trouve ça très bien, je vois ça comme les vidéoclubs à l'ancienne. C'est-à-dire, il y a des films de vidéoclubs, et des films que tu regardes comme ça, vraiment chez toi, finalement, pour te divertir, pour débrancher ton cerveau, pas forcément te questionner. Et il y a le film de cinéma qui, pour le coup, voilà, c'est en tout cas le cinéma d'auteur, pas forcément le gros divertissement. Mais voilà, c'est un cinéma qui va te faire un peu plus réfléchir, qui va t'impliquer beaucoup plus intellectuellement et physiquement aussi. Et je pense que les synopsis, tu vois, que tu as présentés, finalement, c'est plus des prototypes de films aussi, pour être très rapidement identifié devant un flot de contenu qui doit capter ton attention, un petit peu comme un TikTok où tu passes plein de vidéos comme ça et ça capte ton attention. Ah tiens, ça m'a capté, le truc est très simple, je le comprends, je l'identifie. Ça parle de sujets très putaclic. Du coup, allez, je regarde et je m'abrutis. Voilà, donc le trafic de drogue, putaclic, etc. Et d'ailleurs, je voulais préciser que je me suis trompé sur le film. C'est Sans répit avec Franck Gastambide, réalisé par Régis Blondeau, où justement Tracy Gotoas joue
une actrice nigériane, une nigériane qui doit faire le trafic. Mais justement, j'avais pas terminé. Et je l'enchaîne avec toi, Johanna, t'inquiète pas. J'avais pas terminé sur cette question des alliés parce que j'ai l'impression qu'il y a des réalisateurs, ça c'est mon avis, hein, qui en font leur thème, la banlieue, le fantasme de la banlieue. Et je vais parler de Romain Gabras parce que justement, il y a 2 films. Enfin, il a aussi participé un peu aux Misérables, mais surtout Le Monde est à toi, où ça parle quand même si c'est sur le ton de l'humour, d'un conflit, entre quelqu'un qui essaie de se sortir et de faire un deal en fait en Espagne, je crois, pour aller récupérer une grosse somme d'argent et faire vivre son rêve au Maroc. Et puis ça parle très vite de trafic international, etc. Et c'est forcément des gens de banlieue, noirs et arabes, qui sont impliqués là-dedans. Et ensuite, on a le film Athéna, qui est sorti l'année dernière sur Netflix, et qui, lui, va toujours parler d'un conflit opposant la jeunesse et la police, ou l'État en tout cas, et avec aussi une question de la radicalisation islamiste dans les quartiers. Il en parle, hein. Il y a un de ses personnages qui fait ça. Et donc ce film qui a eu beaucoup d'expositions, encore une fois, puisque le réalisateur lui-même est exposé, et même les étrangers ont remarqué le problème entre la violence, le thème de la violence qui est associé aux communautés noires et arabes dans le cinéma. Et j'ai lu un commentaire qui m'a fait rire, enfin je sais pas si ça m'a fait rire, en tout cas, sur Google, d'un Anglais qui dit « Great movie », donc super film, The portrayal of non-white French people as violent is a bit disappointing and they should have had more white allies helping them. But the overall narrative of people fighting against racial colonial oppression is good. Donc en gros, il dit que c'est vrai. Avec l'accent. Ouais, non, là j'ai fait aucun effort. Je comprends un petit peu. J'étais perdu là. Et j'ai fait l'accent français, j'ai fait aucun effort. Donc en gros, il explique que le fait de mettre en exergue des Français non blancs et qu'on les porte, voilà, ça y est, tu m'as confus. Qu'on les représente en tant que personnes violentes, c'est un peu dommage. Et ça, on sait que c'est récurrent et qu'ils auraient dû avoir plus d'alliés blancs pour les aider sur leur sujet, leur combat, et que sinon la thématique globale, c'était de lutter contre l'oppression systémique, c'était bien. Voilà. J'essaye de traduire très brièvement. C'est un peu comme la personne au Festival de Cannes, quand elle a vu le film de Jiménez sur Bac Nord, qui malheureusement, oui, c'est... en fait, moi je suis partagé entre le fait que il peut y avoir ce que j'appelle des clichés assumés dans le cinéma. Ce que je dis assumés, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines réalités dans la banlieue, si elles sont bien... Par exemple, voilà, dans la vie scolaire, dans la vie scolaire, tu vois, par exemple, ça parle de plein de choses, mais c'est bien écrit, c'est fin. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui sont clichés assumées. Voilà, et c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que dans beaucoup de films de banlieue, la limite, elle est très fine entre justement clichés assumés et clichés qui reviennent tout le temps et qui sont un peu trop exposés et qui montrent qu'une seule partie de nos communautés ou des banlieues. Et je pense que, comme je dis, quand tu ne maîtrises pas ton sujet totalement, mais forcément, ça peut partir vite dans ces choses-là. Mais c'est les critiques que j'ai entendues sur le film de Bac Nord, où les gens des cités sont vus comme des sauvageons animaux. On dirait qu'on est dans Game of Thrones. C'est-à-dire que... Et... La vie scolaire, d'ailleurs, écrit par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Ouais. Donc, c'est pas pour rien. Mais en fait, c'est intéressant parce que je pense que ça va beaucoup plus loin que juste la représentation là dans les films que tu as cités. Je pense qu'il y a un truc à la base même de la représentation des corps noirs dans l'histoire du cinéma français. Je parlais de Jean Rouge tout à l'heure. Un des premiers films avec un personnage principal d'homme noir qui parle à la première personne, c'est Moi, un noir de Jean Rouge, qui est un film anthropologique. Et dans ce film-là, la représentation compte, et c'est une représentation qui est anthropologique. Et en fait, Ousmane Sembène, le réalisateur sénégalais, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, avait critiqué le cinéma de Jean Rouge en disant « Vous nous filmez comme des fourmis ».
Pas que lui, Medondo aussi le critiquait. Medondo aussi. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça, en fait, dans le cinéma français, on est filmé comme des fourmis. C'est très anthropologique. C'est pour ça qu'on est toujours filmé par rapport à un territoire, qui est la banlieue. On est toujours filmé par rapport à une histoire, un fait divers ou un truc qui est très journalistique, en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de pluralité et de profondeur des personnages, mais aussi la pluralité des histoires. En fait, on est à 1% de ce qu'on pourrait raconter sur la vie des personnes noires en France. 1%. Toutes les histoires... Ouais, et je vais justement... Je vais vous laisser la parole, vous inquiétez pas, parce qu'on va parler d'Afrique maintenant. Ça me permet d'enchaîner. C'est que justement, les histoires dont on vient de parler, ils sont remontés, ils veulent parler. Mais vous inquiétez pas, vous allez parler. Les histoires dont on parle, c'est des histoires donc de banlieue, territorialisées, etc. Et moi, je me posais la question justement, pourquoi on parle pas d'amour, pourquoi on parle pas de liberté, comme Tuki Buki, le voyage de Layen, de Djibril Diop Mambéty. Et en fait, je me demandais si on n'était pas un peu enfermé dans cette réalité. Et du coup, la question, c'est quelle est la relation de notre communauté avec nos histoires, avec les films africains, nos cultures dans le cinéma, et votre relation aussi, c'est-à-dire quel est votre oh là là, dis-moi, j'ai du mal. Il faut que j'arrête de parler. Quelle est votre relation au cinéma africain et surtout quel film vous avez vu peut-être récemment, film africain. Juste pour rebondir sur ce que j'étais en train de dire juste avant, là c'est ça la différence entre le cinéma africain et le cinéma afro-français. Ce que je disais tout à l'heure à Steve, c'est que bravo, en fait, vous faites partie, toi, Alice, Maïmouna, de la première génération de réalisateurs afro-français. Avant ça, on était censé retourner en Afrique et le cinéma noir était un cinéma africain en fait. Donc c'est ça la différence, c'est que Tuki Buki, pourquoi c'est un film libre, pourquoi les films de Semben sont libres, parce qu'ils s'inscrivent dans leur territoire, ils racontent leur histoire. Et nous en fait, on doit trouver notre manière de raconter notre histoire en se détachant du regard blanc, du white gaze, ce qui est très dur en fait. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de réalisateurs noirs qui sont enfermés dans ce regard-là, parce qu'on a été élevé comme ça, parce qu'on doit plaire à ces gens-là, et donc en fait on est complètement enfermé dans ce regard-là. Et puis surtout il y a vraiment finalement comme on est finalement très peu à prendre une parole qui a été empêchée pendant de nombreuses années, je dirais pas qu'on n'est pas totalement libre, mais moi je ressens quand même une certaine pression. Je vais pas vous mentir, je ressens quand même une certaine pression, et cette pression-là, elle vient pas vulgairement des blancs, elle vient plus des noirs, dans le sens où c'est une pression que je me mets moi-même. Hein. Je représente personne d'autre que moi-même, mais comme on n'est pas beaucoup à avoir la parole, je me dis que j'ai la chance de pouvoir la prendre. Je dois faire attention et je dois prendre en compte énormément de choses. C'est con, mais quand je vais je me souviens avec Le Marchand de Sable, quand je l'ai terminé, j'ai fait venir, je pense, toutes mes copines réalisatrices noires pour me dire, voilà, dis-moi ce que tu penses de mon film en tant que femme noire. Pour vraiment, parce que j'avais peur de poser un regard très chelou finalement sur les fans noirs à travers mon film, parce que mon film, mine de rien, il parle d'un couple mixte entre un homme blanc et une homme noire et une femme blanche. Un homme noir et une femme blanche. On est fatigué. Et après, comment à travers ça je représente les femmes noires dans mon film. Alors, et donc du coup je me pose plein de questions, parce que moi je vois la vie à travers le regard d'un homme noir, mais la question de la représentation de la femme noire est très importante pour moi aussi, et du coup toutes ces questions-là forcément pèsent sur moi, parce qu'elles n'ont pas encore été totalement évacuées, et je pense clairement que c'est pas notre génération de metteurs en scène qui va être totalement libre sur ces questions-là, parce que je pense que oui, il y a tellement d'histoires qui n'ont pas été racontées, qui doivent être racontées, et que du coup avant que finalement des jeunes réalisateurs noirs et réalisatrices noires arrivent d'une manière totalement décomplexée, ça y est, ça maintenant c'est réglé, me saoulez plus, je raconte juste l'histoire que j'ai envie de raconter, et je ne prends plus en compte la question d'une communauté qui n'a pas été racontée pendant des années, je pense que ça va prendre longtemps.
Mais justement, on parlait d'africanité, et je vais vous passer la parole juste après, mais c'est important. Ce que je vous ai posé une question, c'est quel film africain vous avez vu, c'est-à-dire à quelle histoire africaine on a accès. Et dans ce travail de réalisateur de la nouvelle génération, il y a Maïmouna Doucouré, qui je pense fait quand même un travail assez intéressant, où elle parle d'une histoire africaine, parce qu'avec Awa, où on entend en fait cette part d'africanité dans ces personnages. Et du coup, moi je me pose la question, même ici à l'audience, c'est est-ce que vous êtes au courant par exemple que le FESPACO vient d'avoir lieu? D'ailleurs, petite promotion, on fait un festival qui reprend les films du FESPACO le 1er et le 6 avril. Est-ce que vous avez vu le FESPACO au Burkina Faso? Est-ce que vous connaissez ce festival? À part le FESPACO, est-ce que vous connaissez des réalisateurs et des films africains qui nous parlent d'histoire africaine? Voilà, c'est une question que je vous pose. Ouais, toi, Johanna, tu connais? Ouais, moi je regarde pas mal de cinéma du continent et encore une fois, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi un truc de langage. Le cinéma, c'est un langage et en fait, il faut s'approprier ce langage-là et ça mettra du temps. C'est ce que tu dis. C'est qu'il y a aussi une manière de raconter qui est pas encore trouvée en France et que en Afrique tu as. Parce que tu as une histoire, parce que tu as eu les réalisateurs de l'indépendance, parce qu'ils se sont détachés, ils ont réfléchi à se détacher du regard blanc. Il y a eu toute une réflexion sur ça. Et moi, après, dans le cinéma afro-français, tu as aussi Mati Diop qui est à la lisière, qui est entre deux, parce que Mati, elle est quand même héritière du cinéma africain. Et ça, c'est une chance. Enfin, je pense que c'est un luxe qu'elle a de s'inscrire dans une histoire. Après, moi, récemment, j'avais vu La femme du fossoyeur, qui avait été récompensé au FESPACO l'année dernière, que j'avais adoré, que j'avais trouvé très libre. Mais je pense qu'aussi dans la représentation des corps noirs en Afrique, il y a aussi des thèmes qui ressortent parce que c'est des films de festival et que pour exister, il faut qu'ils soient sélectionnés en festival. Et donc, ils mettent en avant certains thèmes. De Radar Aiderus Ahmed, qui est lui-même finlandais. Qui est lui-même finlandais et somalien, qui est binational, comme Mati l'était et son film est sénégalais. Et en fait, ces films-là aussi font ressortir des thèmes. Quand tu parlais de Timbuktu, souvent on va avoir l'excision, le terrorisme, on va avoir des thèmes qui sont assez durs, très politiques, parce que c'est des thèmes que les gens en festival, les programmateurs en festival veulent voir quand on parle d'Afrique, et donc c'est comme ça qu'ils vont les sélectionner. Donc on est très dépendant en fait du regard, de l'autre regard. Donc c'est plus une question même là c'est les festivals qui sélectionnent, c'est plus le public en fait. C'est pas forcément le public qui attend ça en fait. Bah oui, parce qu'en plus en Afrique il y a peu de cinéma, donc franchement quand on fait un film en Afrique, tu sais que tu le fais pour qu'il soit dans un gros festival. Alors on a dit beaucoup de choses et je m'excuse de vous avoir ne pas vous avoir encore donné la parole, mais maintenant c'est à votre tour. Donc vous allez avoir le micro. Moussa, je vais te prendre ton micro pour en garder un et je passe mon micro en salle. Allez-y. Alors, on va faire une règle très simple. Vous levez la main et au fur et à mesure, on passe le micro. Voilà. Bonjour, je m'appelle Florian, je suis assistant réalisateur, j'ai 23 ans. Et je voulais revenir sur la question de la représentativité et ce que tu disais par rapport à l'anthropologie, la façon dont on filmait les corps. Je te coupe une seconde. Ouais. Tu peux aussi te lever pour que ceux derrière te voient et que chacun se voit. Et en fait, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a aussi une chose à prendre en compte et qu'on ne prend pas suffisamment en compte, c'est que le partage de l'Afrique a eu lieu en 1895 et 10 ans plus tard, le cinéma est né. Et en fait, c'est une donnée qu'on a tendance à ne pas prendre en compte, mais en fait, le cinéma a été utilisé comme outil de propagande coloniale. Et en fait, de là a découlé aussi la représentation des Noirs, toute la conception de cette psyché que les Noirs sont des sauvages, etc. Et que du coup aussi, de l'autre côté, en France, la France est un beau pays, ils sont bien éduqués, ils sont bien habillés, il faut qu'on ait ces valeurs-là et tout. Et en fait, c'était tellement institutionnalisé que même l'armée avait son service de fabrication de films. Et donc du coup, il y a toute cette identité aussi à réconcilier. Parce que du coup, pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'acteurs ou de réalisateurs ou de producteurs français mis en avant. Durant toute la période des années 30, années 50, où il y a quand même eu beaucoup de mouvements intellectuels avec la négritude, les mouvements outre-Atlantique, voilà, tout ce genre de choses, tout ce genre de ruminations qui ont eu lieu en France et qui n'ont pas concerné le cinéma parce que c'était un art quand même assez noble et assez réservé. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que à partir de là, il faut que nous,
jeune génération, on prenne ça en compte et qu'on se construise avec ça. Parce qu'on a tendance, en tout cas moi je parle de ma génération, on a tendance à beaucoup regarder ce qui se passe outre-Atlantique. Donc nous on a été grandement élevés avec les séries et il y a pas mal de séries afro-américaines comme récemment Insecure ou Atlanta ou Chewing Gum ou autres qui ont du coup façonné ce que nous on veut voir. Et je pense que c'est pas interdit de penser que ça peut arriver en France. Je pense qu'il faut juste qu'on trouve le curseur sur lequel on veut s'établir, l'assumer. Et c'est pour ça que des séries comme par exemple Mortel, qui effectivement, de prime abord, lorsqu'on entend le synopsis, sont un peu clichés, dont le traitement aussi de certains personnages sont un peu clichés, moi je trouve sont quand même, entre guillemets, importantes parce qu'il y a des jeunes de 15, 16, 17, 18 qui en fait sont dedans et qui justement sont en train de monter. Vous voyez, Tracy Gotoas, qui a fait un téléfilm d'abord sur Arte qui s'appelle Les Héritières. Ensuite, elle a fait la série. Elle a fait un film d'auteur un peu moins connu qui s'appelle L'Horizon, qui d'ailleurs lui a permis d'être nominé parmi les jeunes talents espoirs. Donc en fait, il faut vraiment prendre tout le paradigme en compte et se dire qu'en fait, il y a des choses qui sont en train d'être faites et il faut aussi nous les pousser et les chercher. Et du coup, ce que vous faites, ça rejoint ça et c'est bien. Et du coup, voilà. Je voulais juste apporter ça. Merci Florian. La prochaine fois, tu viens là, parce que tu as beaucoup de choses à dire, je sens. Et je voulais rebondir sur ce que tu dis par rapport aux séries. Je ne sais pas si vous avez vu Atlanta, mais vous avez vu l'épisode qui se passe à Paris ? Parce que moi, j'ai été choquée par la représentation des Noirs, des Noirs de banlieue à Paris dans Atlanta. Et c'est assez ouf, mais en fait, ils sont représentés comme des sauvages. Et en fait, tu dis qu'en fait, notre représentation, elle va jusqu'à l'international, en fait. Notre réputation commence à aller... et en fait, à un moment, ils se retrouvent dans des cités. Regardez l'épisode, il est cool, il s'appelle Tarare. C'est le dernier épisode de la saison 3. Parce que la dernière, c'est la 4. Ouais. Et il faut le regarder, il se passe à Paris. Et vous allez voir, c'est des sauvages. Comme Athéna, quoi. Je rebondis là. Attention. Je rebondis là-dessus. C'est que justement sur les séries américaines, j'avais une liste. Je disais, mais en fait, américaine et anglophone. Du côté anglophone, c'est quoi les histoires qu'ils nous racontent ? Moi, j'ai noté des séries incroyables comme Luther, où on a un policier paranoïaque mais super charismatique. Aussi, hein. Elle existe en France. Luther ? D'accord. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Il y a la version française. Non, d'accord. Non, mais je veux bien. The Wire. Il y a la version française de The Wire. Pas encore. Empire, avec 6 saisons. Je pense que certains d'entre vous ont dû le voir. Dans l'univers de la musique, avec des producteurs, des artistes forts. The Underground Railroad. Mon accent est terrible aujourd'hui. The Underground Railroad de Barry Jenkins. Qui nous parle d'esclaves qui essayent de s'enfuir d'une plantation qui est basée sur un livre. Moonlight, pareil, de Barry Jenkins. Insecure de Issa Rae. Atlanta, dont on vient de parler. House of Dragons, avec des personnages noirs qui représentent une histoire... Comment, voilà, ça ? Les Vélarians. Exactement. Donc, ils sont des rois et des reines, ou en tout cas une lignée royale et noble. Et même René Jean-Page dans Bridgerton. Enfin voilà, tout ça c'est pour vous dire où sont ces rôles pour les Noirs en France en fait, ou dans l'espace francophone. Moi c'est une question que je me pose. Voilà, je te laisse la parole. Alors bonjour à vous tous. Donc moi je m'appelle Isha. Tout d'abord merci beaucoup de l'organisation de cette conférence. Alors moi il y a plusieurs points sur lesquels je voulais revenir. Alors déjà je trouve catastrophique franchement le cinéma français noir avec la représentation de la banlieue. Enfin c'est usant franchement. Moi à aucun moment de toute mon existence je me suis sentie concernée. Tu vis en banlieue. En fait Antony c'est la banlieue, Sèvres c'est la banlieue, Boulogne c'est la banlieue. Enfin je pense qu'il faut arrêter de dire que la banlieue égale la Seine-Saint-Denis. Enfin faut arrêter quoi. Versailles c'est la banlieue en fait. Donc je pense qu'il faut déjà un petit peu sortir de cette espèce de paradigme qui est hyper réducteur et de dire tout le temps la banlieue égale noir, arabe, pauvre, en fait, parce qu'on ne connaît pas bien la définition de ce terme. Donc déjà, venez au Péreux. Donc il faut juste revenir déjà sur la définition d'un point de vue étymologique. Donc déjà, moi, ce terme, en fait, ça m'énerve à chaque fois, un jeune de banlieue. Bon, voilà. Et donc la chose que je voulais dire aussi, c'est que cette vision, elle est hyper masculiniste, en fait. C'est-à-dire que, je suis désolée,
c'est la violence, le trafic de drogue, le trafic de sommeil. Ce n'est que représenté selon le prisme, en fait, d'un homme soi-disant noir ou d'origine africaine, qui est totalement fausse. C'est-à-dire que moi, mes 2 grands frères, ils n'ont jamais fait ça, quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi s'éduquer. Je sais pas, mais les scénaristes, je sais pas qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans leur tête, j'allais dire dans leur teuté, dans leur tête, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils fassent un travail. Je suis désolée, je suis un peu remontée, mais il faut qu'ils fassent un travail d'éducation. Vous énervez pas contre nous, hein. Nous on n'est pas les scénaristes. Non mais c'est pas ça, c'est que vous avez excusez-moi, mais pendant toute la conférence, vous n'avez pas arrêté de dire banlieue, donc du coup j'étais un peu genre voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter avec cette image, il faut faire un véritable travail intérieur, spirituel, psychique, émotionnel, parce que c'est une réalité qui n'existe pas en fait, alors, qui est de l'ordre du fantasme. Alors en attends, fait. Juste, tu viens de dire un truc intéressant. Il y a 2 choses que je veux retenir et aussi je précise. Laissez-moi terminer. J'ai pas fini. Ce que je veux dire quand je dis, alors peut-être que j'exagère quand je dis qu'elle n'existe pas, mais je trouve que ça ne représente. Je trouve que ça fait beaucoup de tort aux hommes noirs en fait, et c'est hyper dangereux pour nos petits garçons. Pour les cousins, en fait, quel genre de modèle on donne, en fait, en termes de représentation de l'homme noir? C'est hyper dangereux, en fait, pour les générations suivantes. Et je pense que par rapport à ça, vous qui êtes 2 hommes noirs, d'origine africaine, je pense que c'est hyper important, si vous avez justement des petits frères ou des jeunes ou qui sont inspirés par vous, pour un petit peu sortir de ce paradigme, parce que c'est pour ça qu'on n'avance pas, en vérité. C'est pour ça qu'entre guillemets, on n'est pas bankable. Puisque même à l'international, les étrangers disent « Waouh, mais en fait, les gens non blancs, ils sont toujours représentés par ça. » Donc je pense que ça, c'était la première chose que je voulais dire. Justement, je vais... Merci beaucoup pour cette intervention. Bravo. Et je voudrais justement avoir votre avis sur ce qu'elle vient de dire. Il faut qu'il puisse répondre. Et attention aussi, on a un temps limité, je suis vraiment désolé. Essayez de limiter vos interventions pour que tout le monde puisse intervenir dans le temps imparti qu'on a. Donc ce sera une seule intervention. Après, on pourra parler pour le coup. On pourra parler après. Je vais conseiller un film qui s'appelle Africa Paradise, d'accord, qui est fait donc par un réalisateur béninois qui raconte en fait l'histoire de la déchéance en fait du continent européen. Et là, en fait, les blancs, pour eux, le continent africain, c'est l'Eldorado. Et je vous invite vraiment à regarder ce film parce que il est brillantissime. Il y a un humour incroyable. Le fait de voir la représentation inversée, franchement, ça fait vraiment quelque chose. Et la toute dernière chose que je voulais dire, pardonnez-moi, c'est que je pense que c'est aussi hyper important. Moi, par exemple, je suis guérisseuse, je travaille dans la spiritualité et je suis connectée à mes ancêtres. Et je pense que aussi le cinéma afrodescendant, aujourd'hui, on doit aussi parler de ça parce que ça fait aussi partie de notre culture, la spiritualité, et de sortir aussi. Voilà, il y a pas que la banlieue en fait pour les afrodescendants. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Steve? Ce que j'ai à dire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réalisateur ou une réalisatrice ne représente que qu'il ou qu'elle-même. Chaque réalisateur ou réalisatrice a envie d'aborder les sujets qu'il a envie d'aborder. Tu vois, si jamais toi tu ressens le besoin de quelque chose qui manque dans le paysage audiovisuel français, en fait, je pense que c'est important pour toi de prendre une caméra et d'essayer de monter tes propres projets pour justement parler de cette spiritualité, de cette manière-là de représenter l'homme noir, parce que tu as l'air d'avoir une vision de la manière dont on doit représenter l'homme noir. Moi, j'ai pas de vision de comment on doit représenter l'homme noir. C'est ce dont tu parlais. Hein. Je reprends que tes mots. Donc tu parles de représentation, on est d'accord. Je pense qu'elle parle d'héritage visuel, en fait, d'héritage d'histoire. Oui, mais là, justement, en fait, c'est là où ça devient dangereux. Tu vois, dans le sens où, quand tu es un cinéaste, que tu travailles je parle en termes de cinéma d'auteur, pas du cinéma populaire. T'es pas dans une... en tout cas, moi, et je pense la plupart de mes potes réels que je connais, donc ceux qui finalement font le cinéma, en tout cas essaient de faire le cinéma français noir, la plupart en fait abordent des sujets sociétaux et
Et je les tiens pour la plupart, en tout cas, la grande majorité, pour des personnes très intelligentes. Et du coup, la représentation, elle vient surtout, en tout cas celle qui impacte la société, parce que j'ai l'impression que c'est de ça dont tu parles. Ça, c'est plutôt du cinéma populaire qui traite, en fait, qui va influencer et justement parler de représentation. Moi, je pense en tout cas que le cinéma ne doit pas être une propagande pour justement... c'est ta vision. C'est ce dont tu parles. Essayez de vous laisser parler. Essayez de vous laisser parler, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas l'impression quand je regarde. Après, chacun ses opinions. Moi, je peux pas parler au nom des gens. Tu vois, je ne peux parler qu'en mon propre nom. Et moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, quand les Noirs prennent la parole, qu'ils sont en train d'ensauvager leur représentation. Parce que là, depuis tout à l'heure, les personnes dont on parlait n'étaient pas des réalisateurs noirs. C'est ça. C'est important. Donc ça, c'est important. Donc tu vois, nous, on est là, tu nous prends Moussa un peu et moi à témoin comme des hommes noirs. Nous, on parle de nos vies, on parle de notre vécu. Maintenant, il s'avère que notre vécu, on est des mecs de banlieue. On va parler, en tout cas, pour mon premier film, c'était important pour moi de prendre comme cadre social et culturel la banlieue. Et peut-être que demain, un autre réalisateur noir, homme, qui a grandi à la campagne, parlera de la campagne, de sa réalité dans sa campagne. Il n'y a pas d'agenda, en fait. C'est comme ça. Vite fait, si je peux rajouter un truc, il y a aussi un problème dans lequel il ne faut pas qu'on tombe. Par exemple, quand tu dis, oui, ils nous voient comme des sauvages, etc., moi, j'ai des amis aux États-Unis, ils pensent que là, on ne peut pas marcher sans se faire piétiner. Là, ils pensent que c'est l'anarchie totale. Parce que... Attendez. S'il vous plaît. J'aimerais bien que tu puisses le laisser répondre et aussi que d'autres puissent poser des questions. Ouais, voilà, après, si tu veux le clasher derrière, comme tu veux. Mais pas sur scène. Regarde. Justement, c'est une question de perception. Ça serait l'anarchie, on ne pourrait pas discuter. Là, on serait en train de jeter des chaises partout. Donc, il faut prendre chaque chose dans son contexte. Moi, je peux comprendre ton énervement et ce que tu veux dire, mais comme dit Steve, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, chacun essaye de faire ce qu'il peut faire dans l'environnement dans lequel il a été. Et comme je dis, il faut pas faire l'amalgame entre les films qui viennent de banlieue et la représentativité des gens de banlieue. Et en fait, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais de dire, oui, non, mais quand on fait des films de banlieue, ça ne représente pas. Il y a des gens, pourtant ça va te paraître bizarre, des jeunes qui me disent, mais moi, si c'est pas des films de cité, je regarde pas. Et il y en a, ils sont comme ça. Mais c'est... Attendez. Comprenez ce que je dis. Il y a des gens qui veulent regarder. Merci de me laisser finir. Je t'ai laissé finir par respect. Je t'ai écouté. C'est pour ça que j'essaie de répondre. Je sais que c'est frustrant. Et en fait, il y a des gens qui, eux, ils veulent regarder ce dont ils la représentent. Il y en a qui ne sont pas de banlieue, qui nous disent les films de banlieue, c'est les goûts et les couleurs. Maintenant, oui, en fait, il y a ça serait bien de voir plusieurs types de films qui ne parlent pas que de banlieue avec des hommes noirs, mais j'ai envie de dire, on ne peut pas aussi s'improviser, on ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est peut-être le reproche qu'on fait à des réalisateurs blancs qui veulent parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas en utilisant les codes. Il est là le vrai problème. Parce que, par exemple, quand on parle de Bac Nord, Jiménez, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais je ne pense pas qu'il ait grandi dans cet environnement qui fait que... Je crois que si. Non, mais en tout cas, moi, dans ce que je vois de ce qu'il fait, après, ça, c'est mon avis. Je pense que des fois, il y a des curseurs peut-être à changer. Mais moi, j'ai juste une petite question. Je me permets, parce que est-ce que tu as vu Le Marchand de Sable? Alors, comment tu peux nous dire ça? Ça... Mais je pense qu'elle parlait pas de ça. Non, je sais. Mais mais ce que je veux dire, c'est que comme tu nous prends comme exemple. Non.
Je pense que ce qu'elle disait, c'était que je pense qu'elle tu nous as dit vous êtes deux hommes noirs. Steve, là. Oui. On va essayer d'éviter les va-et-vient. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que juste non, mais attends, juste, non, parce que je te dis ça parce que justement c'est important. C'est dans le sens où, si tu veux, c'est bien aussi, tu vois, quand on... Mais bon, je te prends là un petit peu à partie là, parce que bon, c'est toi qui en parles, mais c'est intéressant justement d'en parler. C'est que c'est toujours un peu délicat de généraliser en fait des choses et de ne pas avoir pris finalement la mesure de toutes les subtilités de ces choses-là. C'est toujours un peu délicat, tu vois. Et pour travailler dans le cinéma, être vraiment tous les jours, c'est ce que je fais, tu vois. Je n'arriverai même pas à être aussi comment dire définitif que toi dans ma façon justement et ma perception de ce qu'est la représentation des Noirs au cinéma dans le cadre français, tu vois. J'y arriverai pas. Donc c'est pour ça, tu vois, que c'est beaucoup plus complexe que. Maintenant, encore une fois, je pense sincèrement, et quand je te dis ça, c'est pas, il y a rien de, enfin, je suis pas sarcastique ni cynique. Je pense vraiment que toutes les histoires ont besoin d'être racontées. Comme tu as dit, il n'y a que 1% des histoires qui ont été effleurées. Et je pense que tout le monde, que ce soit nous, vous, les futurs cinéastes à venir, tout le monde a sa parole à porter pour justement permettre une vision finalement à 360 degrés de ce que c'est être un noir en France. Alors Steve, on va continuer. Il y a une autre question.